Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 25e et avant-dernière journée du top 14. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais du contenu après chaque journée du top 14, c'est gratuit et moi ça m'aide. Et bref, revenons à l'analyse de cette journée avec d'abord un multiplex et je vais commencer par analyser le match entre le Stade Français et Bayonne. Bon, c'était un match qui était très compliqué à regarder, notamment au niveau de la technique. Il y a eu pas mal de scories, pas mal d'imprécisions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Au final, il y a eu pas moins de 37 turnovers perdus pour toutes les équipes. 20 du côté du Stade Français, 17 pour Bayonne. C'était juste horrible à regarder. Le Stade Français a pas révolutionné le rugby sur ce match. Ils ont toujours eu le même système de jeu après les lancements, que ce soit touche ou mêlée. Dans un premier temps, quand on était sur touche, on allait chercher le centre du terrain avec soit une cellule de gros, et notamment Tanivili qui était replacé en troisième ligne sur ce match et qui prenait le ballon. Et après avoir pris l'axe du terrain, on allait écarter sur les extérieurs. Et généralement, ça passait parce que la défense de Bayonne n'était pas au point. Deuxième situation de jeu, ça allait chercher directement les centres avec des courses ultra basique, c'est-à-dire le 10 qui prend le ballon, le 13 qui arrive presque à hauteur, en tout cas avec une course rentrante, et le 12 qui glisse dans le dos du 13 pour aller chercher les extérieurs. Et on avait dans le même temps l'ailier intérieur qui allait faire le surnombre sur l'extérieur. C'est des courses assez simples que l'on voit dans presque chaque club de rugby à un peu tout niveau confondu. Mais Bayonne, sa défense a été beaucoup trop naïve et s'est fait aspirer un nombre incalculable de fois sur ses attaques vraiment très simples. Mais bon, c'était efficace, et d'autant plus que Paris a mis à la faute Bayonne un nombre énorme de fois sur ce match, notamment aussi en conquête, où l'aviron bayonnais a énormément souffert sur la mêlée. Au final, il y a eu 21 pénalités concédées par Bayonne et 3 cartons jaunes. C'est évidemment beaucoup trop, c'est même assez inquiétant pour Bayonne sur cette fin de saison. On sait qu'ils n'ont plus rien à jouer, mais quand même, prendre 21 pénalités sur le match, ça veut dire beaucoup. Mais malgré tout, on peut noter que pendant une petite période, l'aviron bayonnais avait un coup de mieux en revenant à 26-14 un moment alors qu'il y avait 26-0. J'y ai un peu cru sur le retour de Bayonne en fin de match, mais il n'en était rien parce que après, ils ont fait que souffrir devant et le Stade Français s'est octroyé un bonus offensif mérité. On continue avec Toulouse qui recevait Lyon. Bon, le Stade Toulousain a été chahuté, alors que dans l'ensemble, tout le match, c'est eux qui ont proposé du jeu. Déjà, ils ont 59% de possession sur ce match et 65% d'occupation, c'est-à-dire qu'ils ont plus tenu le ballon, ils ont plus mis en difficulté la défense lyonnaise. Comme d'habitude, ils ont cette philosophie de beaucoup jouer. En statistique, ça donne 191 passes effectuées, 137 ballons touchés dans le jeu, 415 mètres parcourus après contact et 11 franchissements. C'est vraiment des statistiques très honorable. A l'inverse, Lyon a été indiscipliné sur ce match, avec 16 pénalités et 2 cartons jaunes concédés, ce qui rendait des munitions supplémentaires à Toulouse. Mais le problème, c'est que le Stade Toulousain était moins fort offensivement que d'habitude, en étant très imprécis ballon en main, en faisant beaucoup de scories. Ça se démontre aussi par une autre statistique, à savoir celle de la moyenne des points marqués par entrée dans les 22 mètres, seulement 3 pour Toulouse. C'est pas non plus horrible, mais c'est pas énorme, et quand de Lyon, on est à 5,6, donc c'est plus d'un essai marqué par entrée dans les 22. En plus, Toulouse a eu beaucoup de mal en défense, en se faisant aspirer un peu comme la défense de Bayonne, des fois un peu trop facilement, et en concédant des essais de manière un peu trop simple pour Lyon, qui certes a eu un brin de réussite sur ce match, mais qui en fait a joué de cette réussite pour les marquer. Et ce match en fait, il démontre que Toulouse depuis plusieurs semaines est un petit peu en dessous en termes d'énergie, en termes de lucidité, en termes de jeu produit par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire il y a encore quelques mois. Et je reprendrai des mots du Gomola qui demande à ses joueurs de ne plus jamais être tièdes. Et malheureusement, depuis quelques semaines, ils sont assez tièdes. On passe en vitesse sur Montauban-La Rochelle. Bon, c'est un match qui était déjà vu avant d'être joué. Cependant, je trouve que Montauban fait une bonne première mi-temps dans l'énergie. Ils finissent à 10 à 19 à la mi-temps, mais ils auraient pu être plus proches. Je pense notamment à cette interception d'Ivan Reyac qui ne se sent pas d'aller au bout, alors que je pense que s'il tirait un petit peu plus et s'il croyait un petit peu plus en ses cannes, il aurait pu y aller parce que la défense de La Rochelle était assez loin, mine de rien. Mais bon, en fait, on s'en fiche parce que quand on voit le résultat, évidemment, ça aurait pas changé grand-chose. Et on va s'attarder plus sur le Stade Rochelais qui, en première mi-temps, joue énormément avec ce jeu de vitesse, ce jeu d'offload qu'elle essaye d'imposer depuis plusieurs semaines. Sauf qu'en première mi-temps, c'est peut-être du surjeu qu'il y a. Il y a beaucoup de ballons tombés, il y a des fois des actions qui sont mal négociées en voulant faire la passe de trop, le geste de trop. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un écart énorme à la fin de la première mi-temps. Et bon, la seconde mi-temps, elle est totalement maîtrisée. 8 essais, 52 points. Enfin, marquer 52 points en une mi-temps, ça veut rien dire. Et au final, La Rochelle a
clairement bien exploité la défense de merde de Montauban qu'il y a eu sur ce match pour gagner avec le bonus et avoir un maximum de confiance avant la dernière journée. A noter qu'on aura vécu une situation assez spéciale sur ce match avec un double carton sur la même action, mais pas pour des fautes au même endroit, avec le carton jaune de Sorin et le carton rouge de Villiga. C'était assez cocasse comme situation. On enchaîne avec Perpignan-Castres. Bon, c'était un match qui n'avait pas grand intérêt, si ce n'est que Perpignan devait se rassurer dans la préparation de son Access Match. Et personnellement, je trouve que c'est pas tout à fait le cas. Alors oui, il y a victoire, mais sur le contenu lui-même, je trouve que Perpignan pêche. Face à des Castrés qui n'ont plus rien à jouer, mais qui restent accrocheurs sur chaque match, les Catalans ont manqué de consistance. Je pense notamment déjà à la mêlée et au jeu de devant, plus globalement, où Castres a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Perpignan. Déjà en mêlée, Perpignan n'a eu que 50% de ballons à récupérer sur ses propres introductions. C'est très faible. Ils ont également été beaucoup indisciplinés sur ce match, 12 pénalités, dont plusieurs concédées après mêlée, mais dans l'ensemble, 12 pénalités, c'est trop. Et même dans le jeu, je trouve qu'ils sont beaucoup appuyés sur leurs individualités fortes, comme Forner, Alan, Petaya ou encore Tulagi, mais après sinon je trouvais pas que les séquences étaient très très bien huilées, et ça s'explique, et j'en ai déjà parlé, mais par en fait cet axe 10-12 qui est très très vieux et qui a du mal, je trouve, à mettre de la vitesse dans le jeu catalan. D'autant plus que d'habitude l'USAP est une équipe qui est assez efficace quand elle arrive proche des 22 mètres, mais là ça n'a pas trop été le cas malgré des statistiques offensives plutôt intéressantes. Ils ont joué 129 ballons, commis 167 passes, parcouru 360 mètres après contact, réalisé 11 franchissements tout en ayant 56% de la possession. Mais ça se traduit par seulement 49% d'occupation, donc là c'est assez équilibré, mais surtout que par 3,2 points marqués par entrée dans les 22. C'est assez faible quand on sait que Perpignan d'habitude marque quasiment à chaque fois qu'elle entre dans les 22 mètres. Et donc tout ça pour dire que je trouve que Castres a posé beaucoup de problèmes à Perpignan qui gagne mais ne se rassure pas avant cet Access Match. Donc ça y est, on en a fini avec le multiplex de cette journée et on enchaîne avec Montpellier qui recevait Pau dans un match très important dans la lutte pour le top 2. Ok, on a dû attendre la 30e minute pour voir des points, mais c'est trompeur parce qu'il y a eu un combat qui était immense. On a vu une équipe de Montpellier fidèle à elle-même, avec cette idée de tambouriner la ligne de défense avec ses gros porteurs très souvent, cassant le rythme et en ayant la main sur le ballon pour permettre d'imposer son rythme. Pau, dans l'ensemble sur ce match, a plutôt résisté, mais la densité de Montpellier leur a fait commettre pas mal de fautes de main, 12 sur le match. Et là où Pau s'est trompé à mon avis dans son idée de vouloir beaucoup jouer au pied sur les extérieurs, sur les ailes comme on a l'habitude de le voir, c'est qu'en fait, ce jeu au pied n'a pas été efficace par rapport à la stratégie de Montpellier. Je m'explique. En gros, comme ils dominent dans les airs n'importe quelle équipe du championnat et que encore sur ce match, ils dominaient les Montpelliérains en l'air, ils ont voulu s'appuyer sur cette force. Sauf que le problème, c'est qu'après, ils n'arrivaient pas à transformer leur jeu, ce qui fait qu'ils ont joué presque 2 tiers de leur ballon dans la zone de construction, c'est-à-dire entre les 22 de chaque équipe, plutôt que véritablement dans le camp de Montpellier. Et ce que je leur reproche, c'est qu'à mon avis, ils auraient dû peut-être plus varier leur jeu au pied en essayant d'occuper davantage le terrain. Parce qu'au final, ils ont eu seulement que 42% d'occupation, donc ça veut dire 58 pour Montpellier. C'est comme ça que Montpellier a pu mettre son jeu en place dans le camp de Pau. Et comme Pau subissait dans les collisions, c'était impossible, ou en tout cas très difficile, de pénétrer dans les 22 mètres de Montpellier, et d'autant plus de marquer. Et c'est là où Montpellier, je trouve, a gagné le match, c'est sur l'occupation et la densité physique. Et puis, comment ne pas parler de la mêlée qui a complètement pulvérisé celle de Pau. On a tous cette image en tête de Guampa Pizze qui se retrouve à 2 mètres de hauteur. En tout cas, Montpellier fait un gros coup puisque ils éliminent leur adversaire du jour dans la course au top 2. Cette fois-ci, dimanche, on n'avait pas un, mais bien 2 matchs, avec d'abord Toulon qui recevait l'UBB. Bon, c'était un match d'une très grosse intensité. On a vu que le champion d'Europe était à 2 doigts de s'imposer à Toulon avec une équipe remaniée. Mais bon, ça aurait été un braquage parce que c'est vraiment Toulon qui a essayé de mettre son jeu en place tout le match. Déjà, Toulon a dominé les collisions, a eu beaucoup plus le ballon que l'UBB. Ils ont eu 56% de possession, 144 ballons touchés sur ce match et parcouru 344 mètres, quand l'UBB n'a eu que 96 ballons à jouer et n'a parcouru que 143 mètres après contact. Mais le problème de Toulon, c'est qu'ils ont souffert dans la conclusion. C'est-à-dire que ils franchissaient beaucoup, ils arrivaient à aller jouer dans le camp de Bordeaux, mais dès qu'il fallait conclure, ils y arrivaient pas, ils commettaient une faute. Seulement 1,7 points marqués par entrée dans les 22, alors qu'il y a quand même 27 points au final. C'est vraiment un ratio très faible. Il y a eu 16 turnovers perdus, et c'est dommage parce que la défense de Bordeaux n'a pas été exceptionnelle sur ce match, avec pas moins
de 31 plaquages manqués. Donc Toulon aurait dû marquer plus s'ils avaient été plus précis. Mais heureusement pour eux, l'indiscipline bordelaise les a bien aidés à gagner ce match, surtout en fin de match avec le coup de pied immense de Melvin Jaminet. Et c'est là qu'on voit une vraie différence sur ce match entre les deux équipes, puisque Toulon a concédé seulement 4 pénalités sur le match, quand Bordeaux en a concédé 12 avec un carton jaune. Mais bon, l'UBB a quand même assuré un bonus défensif très important dans la course au top 6 et va pouvoir affronter Clermont, on va dire, plus sereinement. Et Clermont, tiens, parlons-en, il recevait le Racing. Et sur ce match, franchement, il n'y avait pas photo. Quelle performance du Racing! D'autant plus impressionnant qu'il jouait face à un concurrent direct. Et pourtant, c'est Clermont qui démarre bien ce match en ayant des ambitions, de l'énergie, de l'envie et menant assez rapidement au score. Mais ce qui va déjà leur mettre un premier coup sur la tête aux Clermontois, c'est le fait qu'ils ont concédé 2 essais coup sur coup avec Spring et Maniarara, ce qui a permis au Racing de faire un premier break dans ce match. Et après, le jeu de Clermont va complètement se déliter, au point qu'ils ne marqueront plus jamais du match. Et c'est impressionnant de voir l'écart au score quand on connaît les statistiques qui sont toutes en faveur de Clermont. Il y a eu 56% de possession pour Clermont, ils ont touché 128 ballons et parcouru 285 mètres après contact, quand le Racing n'a eu que 44% de possession, logique, que 78 ballons à jouer, et pourtant a parcouru presque autant de mètres avec 269. Mais après, clairement, même en multipliant les offensives, ils ont été inefficaces. Ils ont eu seulement que 2 franchissements sur ce match, malgré les statistiques qu'on vient d'évoquer, contre 8 pour le Racing. Et ils ont concédé pas moins de 17 turnovers, les Clermontois. Et pourquoi? Parce que en face, le Racing a eu un plan de jeu ultra intelligent. Alors déjà, il défendait bien, et il se nourrissait de chaque erreur de Clermont qu'il punissait via des essais. On pense notamment aux essais d'Escobar ou de Bodon. Et ce que je trouve vraiment catastrophique sur ce match du côté de Clermont, c'est l'implication défensive. Il n'y a eu que 64 plaquages tentés. Alors je veux bien qu'ils aient eu plus le ballon que le Racing, mais dans l'idée, 64 plaquages manqués, même Montauban fait plus. Et sur ces 64 plaquages, le pire c'est qu'il y en a eu beaucoup de manqués, à savoir 16. Donc en fait, le Racing faisait ce qu'il voulait dès qu'ils avaient le ballon, et ils dominaient les Clermontois sur les contacts, sur la conquête aussi, où 25% des mêlées ont été récupérés par le Racing sur introduction clermontoise. Et en fait, quand tu subis comme ça face au Racing, tu peux pas gagner. Et donc Clermont fait sûrement la très mauvaise opération de ce week-end. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais aller sur Léo Carbonneau. Je trouve qu'il a eu une conduite de jeu impeccable, il a beaucoup collé au ballon sur ce match, il a eu un jeu au pied efficace, que ce soit des petits rasants, des jeux au pied de pression, des jeux au pied d'occupation. Et puis, il a 3 passes décisives sur le match. Après, je vais continuer avec Melvin Jaminet. Il a touché 21 ballons sur ce match, parcouru 155 mètres, c'est 2 stats où il est leader sur le match. Il a battu 4 défenseurs et aussi il a fait 3 sur 4 en défense, tout en ayant le buteur qui a permis de marquer les 2 dernières pénalités de la gagne et assurer la victoire à Toulon. Et enfin, le dernier top, c'est Tanivili, qui était pour l'occasion replacé en numéro 6, et je trouve que ça lui a plutôt bien réussi. Alors, en 5 ballons touchés, il a eu un franchissement et un essai. Et puis, en défense, il a fait un 7 sur 7 au plaquage et un plaquage dominant. C'est plutôt une feuille de statistiques assez propre. En flop, je vais d'abord aller sur Félix Lambé. Alors déjà, il a voulu jouer au pied et il a fait un jeu au pied pourru qui a rendu le ballon à Toulouse. Il a concédé 3 pénalités sur cette deuxième mi-temps, dont une qui aurait pu valoir jaune pour cette épaule dans la tête. Il a perdu un autre ballon et le tout en 35 minutes. Après, j'irai sur Tyrone Vihiga parce que c'est simple, il rentre à la 48e, à la 49e, il est exclu pour carton rouge avec ce plaquage ultra dangereux. Enfin, c'est même pas un plaquage, c'est une percussion à l'épaule ultra dangereuse, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait notamment fait ça face à Castres en J6, et il a toujours une attitude qui est horrible, où il est content en fait d'avoir fait mal à l'adversaire, alors que le rugby c'est faire mal mais dans les règles de l'art, et lui ce n'est pas le cas. Et enfin, le dernier flop, c'est Beka Gorgadze. Alors oui, il a multiplié les actions sur ce match, offensif comme défensif, mais le problème c'est qu'il a commis beaucoup trop d'imprécisions. Déjà, je trouve qu'il a pas eu l'impact d'habitude, mais aussi il a perdu 4 ballons au contact, dont 3 dans ses propres 50 mètres et 2 dans ses propres 22 mètres. Et aussi, premier ballon qui touche, il le balance et ça permet à Montpellier d'avancer sur l'attaque de Pau et foutre un peu le bordel. Bref, je trouve que Gorgadze n'a pas tenu son rang sur ce match. Au niveau du classement, on voit que Montpellier vraiment a fait la grosse opération en éliminant Pau, qui mathématiquement peut encore être deuxième, mais ça va être plus que compliqué. Au niveau du top 6, c'est le Racing qui fait la bonne opération, La Rochelle également, et les grands perdants de cette journée, c'est clairement l'ASM, qui va avoir un autre match à jouer à Bordeaux, mais ça va être plus que compliqué. Et après, pour le reste, on s'en fiche, on connaît déjà les places de tout le monde. Et donc, les pronos pour cette
dernière journée se multiplex avec beaucoup de matchs dont on en a rien à foutre, mais d'autres qui vont être plus intéressants. On va commencer par ceux où on en a rien à foutre, à savoir Bayonne-Perpignan, je dirais victoire de Bayonne. Castres-Toulon, je dirais victoire de Castres à domicile. Pau-Montauban, évidemment, je pense que Montauban va aller faire un coup à Pau. Non, bon, je rigole, hein, victoire de Pau avec 5 points. Et après, le reste, c'est des matchs plus intéressants. Déjà, on a Lyon-Montpellier. Montpellier va être obligé d'envoyer la grosse équipe s'ils veulent assurer le top 2. Lyon en face n'a plus rien à jouer, semble vraiment être en barbecue party, comme c'est une expression qu'on voit assez souvent en ce moment. Et je pense que Montpellier va aller faire un coup à Lyon pour assurer son top 2. Après, on a le Stade Français, autre concurrent au top 2, qui va à La Rochelle, concurrent au top 6. Je vois les Rochelais gagner, qui sont sur une excellente dynamique en ce moment face aux Parisiens, mais pas en laissant un bonus au Stade Français, mais dans un match accroché, donc je dirais une victoire simple. 4 points pour La Rochelle, 0 pour le Stade Français. Ensuite, on a l'UBB qui reçoit Clermont. Je pense que l'UBB, malgré les absences de Tamaïfouna ou de Jalibert, va faire le job en laissant un point de bonus aux Clermontois. Et enfin, Racing Toulouse. Je pense que les Toulousains, avec l'Armada, vont aller faire un coup au Racing qui prendra un bonus défensif. Et donc, au classement, ça donnerait ça. On aurait, selon moi, le Stade Toulousain premier avec 90 points, Montpellier second avec 82 points, la section paloise troisième avec 78 points, le Stade Français quatrième avec 78 points. Et là, du coup, si vous avez bien compris mes paris, je verrai d'abord l'Union Bordeaux-Bègles avec 73 points qui serait 5e et le Stade Rochelais qui serait 6e avec 72 points. Et donc pour moi, le Racing serait éliminé de la course. Et donc on se retrouverait avec le Stade Toulousain et Montpellier directement en demi et des barrages Pau, Stade Rochelais et Stade Français Bordeaux. En tout cas, on aura la réponse dans quelques jours. D'ici là, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je le disais en début de vidéo, mettre un like, partager la vidéo, m'écrire un commentaire, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et TikTok. Ça m'aide beaucoup, il y a toutes les informations de quand j'apparais autre part dans les stories, notamment Instagram. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.